Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans King & G en présentiel, hein, parce que chaque fois c'est pour les grands événements, Fernand. Absolument, j'ai l'honneur, j'ai le grand honneur d'être dans les studios, assure. C'est vrai, c'est la première fois. Et il nous l'avait reproché, je suis jamais invité. Ça fait, je suis là en avance, mais ce qui se passe, c'est que on a pris du temps pour démarrer parce que j'admire tout ce qu'il y a là. Oh. C'est les figurines. Non, c'est vrai. C'est que moi, je vous propose quelque chose. En commentant, on avait un débat. Je disais qu'en termes de déco, il y a un peu trop de choses. Mais il y a beaucoup de choses que j'ai regardées. Donc, je vous propose en commentaire, venez, on discute dessus, marquez ce que vous voulez dessus. Dites-nous ce que vous... Moi, je pense que si on enlevait quelques éléments, on aurait du coup une meilleure exposition de ce qu'il y a. Je pense que voilà, on pourrait décaler un peu le Pop 12, on pourrait enlever cette casquette, comme ça on aurait un full screen. Bon voilà, bref, c'est mon... Le débat est ouvert. Ça va être mon deuxième métier, la déco, après ma carrière de coach. Anyway, je suis très heureux d'être là parmi vous. Et ben voilà, partagé. Félicitations, ça, à chaque fois il y a un step up. Un step up. Petit à petit, mais oui, c'est vrai, c'est vrai qu'il y a un step up petit à petit. Donc là, cette semaine, double header back-to-back Ares Fighting Championship Volume 8. Le lendemain, il y a l'UFC Paris. D'ailleurs, il reste encore, je crois, quelques tickets d'or hein, pour Ares Fighting. Dépêchez-vous. Donc, tickets d'or, ça veut dire que si vous prenez une place pour Ares Fighting Championship, peut-être que vous pourrez avoir une place pour l'UFC Paris. Absolument. Et il y a vraiment encore des places pour l'UFC. Hein, ouais. Vraiment. C'est qu'on a en compte, il y en a encore pas mal. Et dans le pire des cas, imaginons vous tombez sur un ticket qui n'est pas gold. Mais vous savez quoi à perdre? Vous avez un main event avec deux filles invaincues, dont une française, Alexandra Tekena. Ensuite, vous avez un co-main event de malade avec deux poids lourds, Slim Traveski, sparring de Ngannou, de Cyril Gane. Mais voilà. Mais pour la ceinture, voilà, c'est important. Et c'est encore pour la ceinture ça. Et puis vous avez le retour de Monsieur Donna Kroll. Exactement, qui affrontera Aliou Naï, parce que oui, donc le combat qui était très attendu entre les deux Jaguars ne va pas avoir lieu, parce que William Gomis va à l'UFC. Toi, comment t'as vécu la situation? Parce que bon, t'es manager de William Gomis, mais t'es aussi boss d'Ares Fighting Championship, donc tu dois te dire d'un côté, c'était la chose à faire, mais t'as dû avoir peut-être un petit pincement au cœur quand même, ou pas du tout? Non, pas de pincement au cœur, parce que déjà la première chose, c'est que je pense que le combat Jaguar versus Jaguar n'est pas fini, n'est pas mort. Je pense que c'est un combat qu'on pourra voir à l'UFC, parce que le Jaguar qui reste sur Ares est très fort. Je pense que Aliou Naï est un excellent combattant, ultra agressif, ultra dangereux, beaucoup d'expérience, très dur au mal, et je pense qu'aujourd'hui, si son palmarès était soigné, il pourrait très rapidement intégrer l'UFC. Et auquel cas, on pourrait avoir un banger fight un jour entre les deux. Donc je n'ai aucun doute, ce combat peut toujours se faire. Cependant, la règle d'Ares est simple. Quand un athlète est appelé par l'UFC, on respecte les rêves des athlètes. Nous, on le dit clair à tout le monde. On ne retient pas les athlètes appelés par l'UFC. Et que ce soit tes athlètes ou autres. Hein. C'est ce que j'allais dire. C'est que j'allais arriver sur le fait que Alexandra Tekena, elle est de NR Fight, managée par une autre équipe, BTT, je crois. C'est ça. Si jamais Alexandra Tekena gagnait son combat, elle serait à 3-0. En flyweight, 3-0, gagné sur Ares, en direct sur UFC Fight Pass, c'est quasiment l'UFC assuré. Et si jamais l'UFC l'appelle, elle est libre de partir, parce que, encore une fois, notre but, à notre niveau, notre ambition, c'est de faire éclore ces jeunes stars. On veut continuer à avancer, parce qu'on va être l'incubateur qui fait passer les... Plus on retient les stars, et moins on a du développement derrière.
plus on les libère et plus il y a de la place pour qu'il y ait des nouvelles stars qui arrivent. Donc, je suis vraiment persuadé que on n'a pas intérêt, c'est vraiment notre politique, on en a beaucoup discuté au début, quand on faisait l'ADN de la boîte, on n'a pas intérêt à bloquer des personnes dont le seul rêve ultime, c'est l'UFC. Bah voilà. Et donc, finalement, on aura Yunai contre Tona Kroll qui a pas mal fait le show lors de ses apparitions à Arès. Et qui sera en catchweight, donc qui sera pas en catégorie featherweight. C'est ça, vu le délai. Le délai où Tona prend le combat, du coup il fait un catchweight, ça arrange aussi les affaires de Alioune. D'ailleurs, je pense que c'est Alioune qui a demandé le catchweight. Oui, c'est ça, c'est Alioune qui a demandé 68 kilos. Et donc c'est parfait. Les deux vont s'affronter et ça fera un beau combat et puis ils vont écrire la suite de leur histoire. Et ben voilà, donc rendez-vous là, c'est vendredi prochain, enfin vendredi de cette semaine, donc au Dôme de Paris si vous voulez y assister en présentiel, et sinon c'est sur RMC Sport, BFM Paris, l'équipe et UFC Fight Pass en français et en anglais. Absolument. Il faut penser, faut voir ça comme tout ce qui arrive vers nous, qui viennent de la province, qui viennent de l'étranger, qui soit en France. Voyez ça comme une fan expérience. Arrivez tôt, arrivez le jeudi, profitez de la pesée, profitez le lendemain, profitez de la pesée de l'UFC. Ensuite, allez vous balader sur Paris, sur les champs, où vous voulez. Ensuite, revenez le soir, profitez d'Arès à partir de 19h. Et ensuite, allez faire, je sais pas moi, une after party quelque part, dormez. Faites votre branche le matin, profitez des balades sur Paname, et puis vous aurez la pesée de l'UFC. Et puis vous aurez l'UFC en finale. Et voilà, en clou du spectacle. C'est ça, en clou du spectacle. Parce que l'UFC, donc c'est le lendemain, c'est le 3 septembre prochain. Comment tu te sens, toi, pour l'UFC? Parce que tu vas quand même avoir 3 athlètes. T'aurais dû peut-être... Enfin, on ne sait pas, parce qu'en fonction, tu vois, des annulations, peut-être que William Gomis n'aurait pas signé, mais normalement, il devait y avoir Taylor Lapillus aussi, peut-être d'autres. Là, t'es en mode une journée normale de travail, ou quand même, là, t'as déjà autant de fois pour un événement avec autant d'ampleur, été 3 fois homme de coin le même soir? Non, j'ai souvent été 2 fois homme de coin. J'ai déjà été 5 fois homme de coin sur des événements mineurs. C'est ça. Sur l'UFC, j'ai déjà été 2 fois. Véronica Macedo. Non, Taylor Lapillus et Michael Lebou, ouais, c'est ça. Ensuite, il y a eu Véronica Macedo et Cyril. Et puis là, il y aurait pu avoir, je suis plutôt soulagé en termes de travail, même si je suis déçu, dépité même, pour ce qu'il y a eu comme... il y a eu beaucoup d'allers-retours sur les signatures. Ça t'étonne d'ailleurs, ça pour une... Enfin, moi, ça m'a un peu étonné pour une carte UFC de cette ampleur-là. Quand je dis de cette ampleur-là, c'est je compare la carte de Paris à une carte londonienne dans le sens où c'est un fight night sur le papier, mais c'est plus un c'est un calibre pay-per-view, qu'il y ait autant d'officialisation aussi tard. Ou pour toi, t'étais pas étonné? Non, je suis pas étonné parce que ça nous arrive. Ça nous arrive sur Arès d'officialiser certains combats très tard. Là, il y a un combat qui s'est rajouté sur la Fat 4 qui va se passer la semaine prochaine chez nous. C'est le combat de Souslan, un mec de l'Ossétie, très bon lutteur, qui va affronter un autre venu de la Roumanie. C'est un début de Fat 4. Ils ont tous 2 combats très forts. Et on pense que c'est le futur et on a choisi de les ajouter dessus, d'autant plus qu'on a les télévisions de l'Ossétie qui veulent diffuser des fighters. Donc, du coup, on a dû rajouter ça. Mais quoi qu'il en soit, moi, ça ne m'étonne pas du tout. Par contre, ce qui m'a... c'était une carte où il y a eu beaucoup de rebondissements, beaucoup de sorties, beaucoup de... Voilà quoi. On aurait pu être 6 factoriens sur la carte. Et le plus gros regret étant toujours... Eh oui, Abdoulagimov. Pour toi, quel est le problème aujourd'hui? Moi, ma petite théorie, c'est, je pense peut-être, que c'est quelqu'un qui est trop fort aujourd'hui pour justement être dans des combats en short notice. Non? Je pense pas.
Non, mais quand je dis trop... Je pense qu'on est capable d'amener n'importe quel gars fort en short notice. Quoi. Non. Quand je dis trop fort, dans le sens où c'est un gars où l'UFC, même eux, se disent il y a moyen qu'il fasse très vite beaucoup de choses. Genre, tu vois, par exemple, Paddy Pimblett, il l'aurait pas rentré en short notice. Du coup, ils se disent, quand il va arriver, faut qu'on fasse les choses bien pour lui. Et là, il y avait pas de mec pour lui. C'est ce que je pense aussi. Moi, je pense pas trop fort. Je pense que on veut le faire rentrer par la grande porte, de manière propre. Et puis, au-delà de ça, je pense aussi que la catégorie est très remplie. Cette catégorie-là de 67 kilos. La deuxième des choses, c'est que le style comment dire, le style aujourd'hui qu'on a d'Abdul est un style qui fait que les gens ont des quotas dessus, je pense. Je pense sincèrement que moi, je le vois avec les Russes ou les personnes venues du Caucase, en tout cas, il y a des je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il y a des organisations qui n'en font pas du tout. Ouais. Le Cage Warrior refuse systématiquement toute personne venue de l'Est. C'est même pas un débat. C'est que quand Nassoudine et Dagui Imavov étaient à leur début de carrière, j'ai tout fait pour les mettre au Cage Warrior, mais un rapport était au max du max avec un bol, mais c'était impossible, quoi. C'était juste, ça ne nous sert à rien. Les mecs sont très forts. Ils vont venir, ils vont casser nos mecs. Ils n'ont aucune communication, ils n'ont pas beaucoup de réseau. Et puis, voilà un peu les réponses que j'avais. Tu vois, mais et puis même historiquement, ils n'ont jamais fait sortir de grands Russes. Voilà. Aujourd'hui, on a quand même un Abdul qui est un produit parfait. Enfin, le mot produit, ça peut être péjoratif, mais ce n'est pas dans ce sens-là. C'est qu'en termes d'athlète de MMA, il a les réseaux, il a le soutien du peuple, il a un très bon combattant, il a de l'activité. Il a combattu sur une bonne organisation qui fait connaître les gens. Il a combattu sur UFC Fight Pass, donc du coup il est connu. Je pense simplement que on arrive à un moment donné où on est débordé. L'offre et la demande nous débordent de la Russie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand je parle avec des managers qui me contactent, ce que je leur dis, ne me parlez pas des Brésiliens, ne me parlez pas des Russes. Je veux donnez-moi tout ce qui est européen, donnez-moi surtout du français, mais j'ai le roster qui est explosé des Russes à 12-0, 14-0, 20-0, 22-0. Il y en a une quantité incroyable de Caucasiens et même de Russes de Moscou. Donc, en tout cas, on continue à se battre et j'ai bon espoir que ça puisse arriver. Ben voilà. Mais oui, parce que c'est vrai qu'avec Abdourahimov, il y a aussi ce côté, je pense, pour l'UFC, de se dire qu'il a une audience, c'est pas grave si c'est pas en France. Et je pense notamment à Abu Dhabi, ou peut-être des trucs qui pourraient se débloquer. Donc on va y aller peut-être crescendo. On va commencer par William Gomis, peut-être. Donc William, peut-être. Donc alors son combat. Toi, qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que donc c'est quelqu'un qui fait aussi son entrée à l'UFC. Moi, je trouve que c'est bien parce que pour les deux adversaires et surtout pour William, on voit que l'UFC ne l'envoie pas au casse-pipe. En gros, ce qu'on a, William Gomis, donc je dis William Gomis, non? Est-ce que non, on ne le ménage pas tant que ça, hein. Je suis pas d'accord. Hein. C'est que le premier adversaire qu'on m'a proposé pour William Gomis, c'est Ricardo Ramos. Parce que c'est ça qui il y a beaucoup de personnes qui ne s'en rendent pas compte et qui disent que William Gomis a remplacé Taylor Lapillus. Mais déjà, les deux ne sont pas dans la même catégorie du tout. L'adversaire de Taylor Lapillus a eu un autre adversaire. Complètement. Donc Harita va faire le second combat de la soirée. Le premier combat, il sera fait par la Suissesse. Alors, la Suissesse, je suis en train de regarder. Oui, Stéphanie Heger. C'est ça, Stéphanie Heger fait le premier combat. Je ne sais pas si vous avez eu la fight card à Je n'ai pas l'ordre, oui, parce que Fernand nous a dit en off qu'il y avait un ordre particulier pour cette fight card. C'est ça. En gros... Nassoudine Imavov est en préliminaire, c'est officiel. C'est officiel. Voilà. En gros, je pense. Et pense pourquoi que du coup, tu penses? Le but, c'est simplement d'attirer le monde dans la salle. D'accord.
l'UFC reste une organisation et ne considère pas. Nous, on visualise ça. Et les combattants, notre ego nous fait visualiser ça en mode si je suis en préliminaire, ça veut dire qu'on ne me respecte pas. Mais businessment parlant, il y a deux éléments. Quand vous signez avec deux télévisions, comme ils ont fait, de signer avec l'équipe et RMC sur le même fat card, la première télévision qui diffuse vous demande de leur laisser quand même des personnes de qualité pour pas qu'ils soient ridicules. Donc du coup, il y a quasiment deux niveaux de prélims, deux main events. Il y a des prélims en main event et en main card et en première partie de card. Et il y a des main card dans la main card. Ça veut dire qu'aujourd'hui, sur la carte officielle que j'ai là, William Gomis est en main card. D'accord. Pendant que Nassoudine Imavov est en préliminaire. Ne le voyez pas d'un mauvais œil. Ça ne veut pas dire que William Gomis a plus de valeur que Nassoudine, mais on utilise Nassoudine qui a un grand nom pour amener du monde très tôt au stade, parce que si on met tous les Français à la fin de la carte, le stade, le Bercy, au début, il n'y aura personne. Ouais. Donc, du coup, pour toi, c'est mieux aussi. Pour qu'il image. Pour moi, ça va, mais je sais que Nassoudine est comme tous les combattants, ça ne lui plaît pas beaucoup. D'accord, ok. C'est pas plaisant. Mais moi, je me serais. Est-ce que paradoxalement, combattre plus tôt, c'est mieux quand même? Pas trop tôt non plus. Combattre au niveau où Nassoudine va combattre, c'est excellent. En termes d'émotion et de tout ce qui va avec. Maintenant, premier combat de la soirée, c'est relou. C'est vraiment difficile. Taylor, quand il a combattu à l'UFC pour la première fois, il a fait le premier combat de la soirée, c'était dur. Je le craignais d'abord, d'ailleurs, pour Gomis d'ouvrir le bal de la soirée. Donc, Gomis va faire le... en gros, on a Stéphanie Heger en premier combat, Khalid deuxième, ensuite on a Benoît Sandini qui fait le troisième combat, le quatrième combat c'est Nassoudine Imavov, ensuite on a Faresiam, ensuite on a Abou, et puis on a Charles Jourdain qui commence en main 4 à partir de 21h. Et à partir de là, et c'est à ce moment-là, 21h, 20h30, RMC Sport prend l'antenne, et donc c'est on va dire, la fin du combat de Faresiam qu'on démarre normalement. Et ensuite, on a Charles Jourdain, William Gomis. Tu vois, par exemple, Charles Jourdain, archi connu. Mais ça fait 5 combats à l'UFC, archi connu, mais on le met avant William Gomis parce que William Gomis représente la France pour garder un peu de français sur le truc et puis ça remonte. Ensuite, on a Alioussé Sakara et puis Robert Whittaker, pour terminer avec Cyril Gane. Mais quoi qu'il en soit, pour revenir sur William Gomis, donc Ricardo Ramos était le premier adversaire qu'on propose à Monsieur Gomis. À Monsieur Gomis. Et finalement, il y a même fallu avoir un match. Donc Sean m'écrit et il me dit... Donc Sean Shelby, le matchmaker de l'UFC. Voilà, il me dit que Ricardo Ramos est blessé. Il me dit, est-ce que ça te dit que je vais devoir signer quelqu'un pour William Gomis? Je lui dis, ok, oui, moi c'est bon. Qui que ce soit, c'est bon pour nous, quoi. Et il me demande... Est-ce que Damien Lapillus, c'est bon? Je dis oui, Damien Lapillus, c'est bon. Donc William Gomis, Damien Lapillus. Oui. Et finalement, bon, ça s'est pas fait. Bon, finalement, ça s'est pas fait parce que ils se rendent compte qu'ils sont de la même salle. Ah, ok. Et donc, du coup, ça se fait pas. Ensuite... Et puis finalement, on a ce nom-là qui est donné. Et puis moi, j'appelle William. Et puis, voilà, je lui dis que son adversaire a changé. Et lui, il pense que c'est Aliou qui a un problème. Et il me dit, qu'est-ce qu'il a, Aliou et tout. Je lui dis, non, il n'a pas de problème, c'est juste que ton adversaire change. Et tu changes aussi 2 jours, tu combats le lendemain. Et là, il capte. Donc, ça fait un petit bug. Il fait, ah! Et puis ça va en live et tout. Mais en tout cas, voilà. Donc, on se retrouve avec 3 athlètes. On a une belle équipe, dans le sens où on a pas mal de coachs
qui vont se répartir, on va pouvoir travailler ensemble. On a un planning qui est donné pour chacun individuellement. Les plannings sont d'habitude un peu séparés. J'ai vu avec Niam qui s'occupe des plannings pour les refaire et nous faire un planning pour la team, pour que ça se suive. Ça veut dire que quand il y a une interview pour la fin du week à RMC, qu'on y aille en bus tout le monde à RMC, et comme ça, les plus anciens donnent la force aux tout petits qui viennent d'arriver. L'idée, c'est qu'il y ait une cohésion d'équipe et que s'il y a un shooting photo à tel endroit, au lieu que le shooting de Cyril soit le matin et que le shooting de Nassoudine soit le soir, on fait tout ça ensemble et ça apporte une certaine cohésion comme un pack de loup. C'est ce qu'on essaie de faire. Et donc, voilà ce qu'on va organiser. Ok, mais dans le combat, là, alors, qu'est-ce qui va se passer? Quel est le game plan? Il est énervé, lui. Calme-toi. Calme-toi 2 secondes. Le game plan de qui déjà? Pas de William Gomis. William Gomis, il va affronter un mec qui a un style de striker aussi, c'est compliqué. D'ailleurs, toi, juste, tu préfères quand il y a des combats en short notice comme ça, ou tu préfères quand tu as un petit peu plus de temps? Non, je préfère avoir du temps. Ok. En gros, je suis plus pour la stratégie. Et si tu es stratégique, il faut le temps pour planifier. Parce que tu planifies, mais derrière, il faut imprimer ça au cerveau. Donc, c'est pas, si tu es quelqu'un qui aime plutôt le style j'improvise, je bagarre, du coup, l'impro te va. Non, dans notre style, notre école, c'est plus... On essaie d'éviter le hasard, on essaie de tout calculer et donc du coup pour calculer il faut planifier, il faut le temps. Bon voilà, on a un mec qui est physiquement et apparemment beaucoup plus imposant que William, il est solide, il a une certaine expérience, il est plutôt complet, mais il est plus fort en boxe. Ça tombe bien, William a du répondant en boxe, du fait de ses appuis, ses déplacements, venus du Sanda et tout, il gère bien. Et donc, je pense que c'est là que ça va se jouer. Je n'exclus pas le fait qu'à un moment donné, il veuille aller au sol parce qu'il a une belle guillotine, son adversaire. Et on verra bien. Mais je pense qu'il y a... Le combat va se jouer sur le mental. Je pense que l'énergie que William Gomis apporte, si vous n'êtes pas encore habitué à cette énergie, ça va vous faire bizarre. Je suis assez prudent. Mais je pense qu'il est particulier. C'est pas un combattant d'entraînement. J'ai l'impression que ce n'est pas un combattant de petit show. J'ai l'impression qu'il peut briller mieux dans un grand show et en fonction de ce qu'on lui donne comme enjeu. Depuis qu'on lui a annoncé qu'il va combattre à l'UFC, le niveau d'entraînement directement a changé. L'attitude, la manière de frapper, la concentration, il y a quelque chose de nouveau. Et donc, je pense que c'est un jeune qui a du talent, qui a moins d'un quart de siècle, il est beau gosse, il travaille bien, il parle bien, il lui manque juste de confirmer, il faut juste qu'il ait le succès dans l'octogone et ça va bien se passer pour lui. Et donc, il a son destin à main le 3 septembre. Et ben voilà. Donc, William Gomis, qui fera ses débuts à l'UFC le 3 septembre prochain. Honneur au Factorien. Et ensuite, on monte d'un cran quand même, avec Nassourdine qui affronte Joaquin Buckley, celui qui a fait l'un des KO les plus impressionnants de l'histoire de l'UFC, c'était en 2020. Faute, mine de rien, et c'est pas faute d'avoir essayé, hein, c'est ce que les rumeurs ont dit, hein, d'avoir pu tomber vers l'avant. Là, on est obligé de regarder un peu plus vers l'arrière et d'affronter Joaquin Buckley, mais qui est bien plus connu que Nassourdine Imavov. Sur le papier, Nassourdine est favori. C'est son premier combat chez lui, donc c'est vrai que, enfin, chez lui à Paris, en France, à l'UFC, ça change beaucoup d'habitude pour Nassourdine. Toi, comment est-ce que tu le sens là? Est-ce que tu te dis c'est le combat qui va lui permettre... En fait, c'est pas du tout... Faut pas que les gens interprètent ça mal, mais c'est vrai que Nassourdine, moi je l'adore, je suis numéro 1 dans le hype train de Nassourdine Imavov. Chaque fois, j'adore tout avec Nassourdine, mais c'est vrai qu'il était un peu caché par Cyril. Et moi j'étais en mode, je pense que cette situation lui plaisait bien. Pour moi, c'est le combat qui est censé lui permettre de se dire,
prochain combat, il est main event d'un Fight Night à l'UFC. Est-ce que toi tu vois ça comme ça et tu te dis là on va devenir quelqu'un entre guillemets? Je ne pense pas que ce soit le combat qui va le pousser à ça. Je pense que c'est le rang du combat. Ok. C'est pas Joaquin Buckley en lui-même. Je pense que Nassourdine était déjà dans une... Quand tu affrontes Kevin Gastelum, comme c'était prévu, puisqu'on l'avait signé en long notice, pour le coup, il avait tout le temps de se préparer contre Kevin Gastelum. Quand tu affrontes Kevin Gastelum, à la suite, il te reste quoi? Tu commences à faire le main event de Fight Night. Ça, c'est obligé. Donc, on sait que Nassourdine, il a prouvé déjà qu'il était sur le haut du panier. On sait aujourd'hui, même si les classements veulent dire ce qu'ils veulent dire, on sait aujourd'hui où il se situe environ. On sait qu'il est dans le top 5, en réalité. Ok. En réalité. Ok. Enfin, sinon, je t'écoute, tu me dis si comment il s'appelle Parce qu'en gros, Israël Adesanya. Ouais. Robert Whittaker. Voilà. Marvin Vettori. Et donc, du coup... Voilà. Attends, à partir de là, déjà... Non, voilà. Et après, donc, il y a Paulo Costa, Jared Cannonier. Donc, du coup, moi, je dis Jared Cannonier chaud. Ok. Parce que grosse expérience, gros mental. J'ai dit Whittaker chaud. Je dis Adesanya chaud. Alex Pereira. Ça peut se gérer. Ok. Ça peut se gérer. Et Marvin Vettori? Non, pas chaud du tout. D'accord. Ok. Ouais, pas chaud. C'est que... tu as cité le 7e, c'est Et qui? Paulo Costa. Paulo Costa. Ouais. Tout est dit. Derek Brunson non plus? Chaud. Ah oui. Okay. Mais pas chaud complet. Il est chaud il est unidimensionnel. Voilà. Il est chaud, c'est un problème à résoudre. Ça peut se résoudre. On a vu Nassourdine dans des difficultés avec Phil Oz. Ensuite, on a travaillé dessus. Et aujourd'hui, à la salle, on l'a vu déjà avec des très, très gros lutteurs. Des grands lutteurs. Et des gros grappleurs. Et ça, c'est pas mal pour eux. Oui, j'ai entendu parler de ça, apparemment. Oui, c'est... Donc il sait gérer ça. Il commence à savoir gérer ça petit à petit. Moi, je pense vraiment que c'était le combat. C'est le rang du combat. C'est à la suite de ce qu'il avait fait, le prochain combat le propulsait. Il a la chance, il est chez lui. Je suis content pour lui parce qu'il a énormément de lumière sur lui. Et surtout que les deux ont bien parlé. Voilà. Je m'attendais vraiment pas à ça, mais la presse française est en train de faire un boulot monstrueux en ce moment. Ils travaillent beaucoup. Je ne les avais jamais vus autant déployés. La presse européenne, c'est pareil. Franchement, Nassourdine a eu une exposition sur ce combat. Un homme de demande d'interview incroyable venu pour lui. Et c'est très bien. C'est très bien parce que du coup, ça montre qui il est vraiment. C'est que là, directement, on parle à Nassourdine qui devient éligible prochainement s'il gagne ce combat. Donc, Buckley, c'est bien parce qu'il est connu internationalement et que du coup, ça va lui donner une touche internationale à Nassourdine. Mais quoi qu'il en soit, s'il gagne ce combat, on peut commencer à compter lui pour le haut du panier parce que les gens moyens ne vont pas l'accepter. Je ne vois pas Marvin Vettori l'accepter. Il a déjà dit non, il ne va pas dire oui tout de suite. Sauf s'il est obligé. Toi, tu as quelque chose d'ailleurs, une petite idée derrière la tête avec ce co-main event en mode Nassourdine, ce serait bien que tu call out le vainqueur ou... Non, je laisse call out qui veut, mais je pense qu'il va call out l'un des deux, soit Marvin Vettori, soit Paulo Costa. Je pense que naturellement, c'est ce qu'il y a devant lui qui permet qu'il tombe beaucoup en avant. Je ne sais pas encore ce qu'il a choisi, mais je pense que c'est l'un d'entre eux qui va call out si jamais il gagne. C'est un match qui est à sa portée, mais voilà, il faut toujours être prudent et le garder à l'affût. Parce qu'on peut vite tomber dans un piège parce qu'on est à la maison. On peut vite tomber dans un piège parce qu'on est confortable. Et il ne faut pas être confortable.
C'est quand tu vois ce qui s'est passé à l'UFC aujourd'hui, quand tu vois que Masvidal va knock Ben Askren en 2020 et qu'en 2021, Ben Askren, Masvidal va se faire knock par Usman Kamaru en 2022 et puis Usman Kamaru va se faire knock par Léon Edouard. C'est, on dirait, qui tue par l'épée, par l'épée, quoi. On dirait, enfin, c'est chacun son touche sur le coiffeur, comme on dit. Donc, vaut mieux être prudent, vaut mieux tempérer les choses, tempérer les propos. Mais toujours est-il que Nassourdine est bien, il se sent bien dans la tête, il se sent serein, sûr de lui, mais pas prétentieux. Il sent juste que c'est une belle opportunité pour lui. Je souhaite qu'il le ressente comme ça, même avec le fait que, pour des raisons de business, on ait mis sa carte en préliminaire, qu'il ne le voit pas comme un désaveu, ouais, mais plutôt une stratégie pour utiliser, lui, son visage, pour amener des Français tôt. Parce que l'image à la télévision de ESPN, on veut que très rapidement sur ESPN, on puisse voir la salle pleine et pas une salle vide. Et donc voilà. Donc on a déjà vu Arès qui se remplit sur les 50 dernières minutes, alors que ça fait 4 heures qu'on est là, quoi. Et donc l'idée, c'est d'éviter ça. Et ils savent ce qu'ils font. En général, l'UFC, on peut dire ce qu'on veut, mais ils savent ce qu'ils font. Et qu'est-ce qui a changé chez Nassourdine? Parce que c'est vrai que quand on a eu William Gomis en interview, il expliquait que c'est vrai qu'il prenait les conseils que lui donnait Nassourdine. Et aujourd'hui, c'est un des patrons du MMA français, MMA Factory. Toi, c'est quelque chose que tu as vu aussi évoluer chez lui? Ouais, je voulais souvent dire que Nassourdine grandissait tous les jours, mais vraiment à vue d'œil comme un champion, tous les jours, physiquement, moralement. Tout grandit avec ça, que sa socialisation, ses choix de discussion, ses choix de la vie de tous les jours dans la société, de ses interactions avec ses collègues, ses coachs, ses managers. On sent qu'il mûrit tous les jours. On sent que c'est pas... Tu sais, il y a des gens qui grandissent techniquement, physiquement, stratégiquement en combat, mais ne grandissent pas sur le pan de la personnalité. Il grandit complètement. Tout évolue avec lui. Tu vois, une compréhension totale du business market, du sport. Et ça, c'est rare, ça. C'est pas souvent qu'on a ça. Vous le voyez sur les questions des gens sur les réseaux sociaux. Vous le voyez, la compréhension de certains combattants sur les problématiques qu'on a souvent. La plupart des problèmes qu'on a sur les réseaux, ce sont des problèmes de manque de maturité dans la compréhension des règles du jeu. Il commence à comprendre les règles du jeu. Il sait ce qui se passe. C'est une petite anecdote. C'est que donc le manager de comment il s'appelle de Marvin Vettori, donc Ali Abdelaziz m'envoie un texto et me dit est-ce que ça te dérange si mon gars Marvin vient s'entraîner dans ta salle et tout pendant qu'il est à Paris? Je lui dis non, il n'y a pas de souci, il peut venir. Et donc du coup j'envoie un message à Jonathan qui s'occupe de gérer la salle et tout, de préparer un accueil à 21h à Marvin Vettori qui sera accompagné de Nasrat, le combattant allemand qui combat sur la même carte. Ensuite, j'ai un entraînement avec Nassourdine dans le 12e arrondissement, pas dans la salle où Vettori doit aller. Et Nassourdine me dit Lopez, j'espère que ça ne te dérange pas. Après cet entraînement, je vais aller faire un peu du sac à Venom. Et donc, du coup, je rigole. Je dis, arrête, Nas. Il dit, mais non, on ne sait jamais. Juste, je fais du sac. C'est de la connaissance du modèle business. C'est très intelligent de se dire que des fois, il faut provoquer ces petits passages. C'est juste un passage. C'est juste... À un moment donné, Nassourdine va taper sur le sac, Marvin Vettori va rentrer dans la salle,
il y aura un échange de regards, il y a quelqu'un qui va capter l'image, fin du game. C'est tout ce dont on a besoin à un moment donné pour raconter une histoire en disant la rencontre entre Nassourdine et Mavé Victory. Donc, je trouve ça, c'est venant de lui, je trouve ça, c'est quelqu'un qui est extrêmement humble, qui est posé, mais qui est capable de comprendre, ça c'est mon métier. Quelles sont les règles du jeu dans mon métier? Comment j'utilise mon métier? Et je kiffe ça. Et donc, malheureusement, ça ne s'est pas fait parce que quelques heures avant l'entraînement, j'ai reçu le message de Nasrat et le message d'Ali pour m'expliquer que Mavé Victory était mal à l'aise du fait de venir s'entraîner dans la salle de quelqu'un qui pourrait être son adversaire bientôt. Et c'est à quoi j'ai répondu, je comprends, moi je voulais juste aider, si vous avez besoin, vous savez où on est. Et Nasrat m'a dit, moi je vais venir tout seul, mais là ce soir je vais aller avec mon gars parce que c'est mon gars, on est de la même team. Et voilà. Donc voilà, en tout cas, Nassourdine m'impressionne complètement dans les choix qu'il fait, dans la lecture de jeu. Il est extrêmement violent. C'est probablement l'un des combattants les plus violents dans le roster. Il est extrêmement brutal. Il y a même ce côté qui peut être qu'on a envie de coacher à nos athlètes, d'être méchant sportivement parlant. Il est méchant. S'il touche un endroit qui fait mal, ne t'inquiète pas, dans quelques secondes, il va retoucher dessus. Il va t'endormir ailleurs, mais il va retaper où ça t'a fait mal. Il y a ce vice-là qu'il y a. Mais ça, il l'a depuis le début. Et c'était difficilement contrôlable. Les quelques défaites qu'il a, c'était des défaites bêtes comme celles qu'il a eues au FEN en Pologne, où il avait ce truc de tu me mets un coup, je te mets 3 coups. Tu m'amènes au sol une fois, je t'amène au sol 3 fois. Tu essaies de me soumettre, je vais te soumettre. Je dois te battre dans tous les domaines, tout le temps du combat. Et on a drivé ça, on a travaillé dessus. Et aujourd'hui, il est extrêmement lucide. Il distille la violence quand il veut. C'est qu'il va distribuer un certain nombre de coups, et parmi lesquels il va choisir quels sont les coups violents et quels sont les coups relâchés, de façon à ce qu'il puisse le faire longtemps dans la durée. Il est capable de mettre un gros volume très longtemps parce qu'il n'est pas à 100%. Il a cette accélération de plusieurs coups qui sont normaux, réglo, et dans les 5 coups qu'il met, il y a 1 ou 2 qui sont ultra maîtrisés. Et ensuite, il repart dans la normale. Et c'est génial d'avoir un mec qui est capable de faire ce qu'il fait. Oui. Et puis en plus, les deux ont quand même annoncé la couleur avec un combat qui ne devrait pas durer selon eux. Est-ce que tu as apprécié les échanges d'avant-combat? Oui, c'est monté tranquillement. T'as hâte de voir les premiers face-à-face, là? Je suis impatient. Le pire, c'est que depuis le début, ils ne peuvent pas se supporter. Mais depuis le début, c'est que quand Nassourdine combattait, quand il a affronté Shahbazyan, par exemple, je crois qu'on a fait 2 événements où ils étaient sur la même carte. À chaque fois qu'on rentrait dans le bus, on était du même coin. Il est très bavard, Joachim Buckley. Donc dans le bus, il gueule beaucoup, il parle fort et tout. À chaque fois, tu avais Nassourdine qui dormait dans le fond du bus qui dit FM tag. Et il était là comme ça dans le bus, il dit oh, mais qu'est-ce qu'il parle lui, mais ferme ta bouche. Tu vois. Ok, bon. Tu vois, ça a toujours été ça, tu vois. Il y avait. D'ailleurs, je lui passe le salut. Le grand frère de Nassourdine, qui était là aussi, et qui disait j'avoue, il parle trop, lui. Tu vois. Et tu vois, il y avait des regards, ça ne se disait pas bonjour, ça se croisait. Ça a toujours été ça, tu vois. Et putain, il n'y avait pas de date, il n'y avait rien entre eux, mais juste que ça n'a jamais vraiment collé tout de suite, tu vois. Et parce que c'est deux, il y a un qui est ouvert, qui est
excentrique qui parle beaucoup, il y a un autre qui est trop introverti qui ne parle pas et ça ne marche pas beaucoup. Et là, je me demande comment ils vont se comporter au face-à-face. Enfin, ça va être bizarre ça de voir ça, je suis impatient. Ouais, il y a un petit peu d'électricité dans l'air. Et puis, bon, bah voilà, le main event sur ce poster, Cyril Gane contre Tai Tuivasa. On en a déjà beaucoup parlé de ce combat-là. Mais là, la vraie question, enfin en tout cas, moi, la question que je te pose, c'est est-ce qu'on va avoir finalement un nouveau Cyril avec ce combat-là? Parce que je me souviens qu'on avait parlé du Cyril 2.0. Est-ce que là, on entre dans le Cyril 3.0 avec ce combat-là? Ou en tout cas, une nouvelle page de la carrière de Cyril Gane? Ouais, je pense qu'on va voir un Cyril New Era. New Era. Alors, bah, c'est rien, c'est juste un Cyril qui prend conscience de ce qu'il a envie de faire. Et j'ai l'impression qu'il a envie de faire bien les choses. Il a envie de marquer l'histoire, il a envie il a envie d'être le meilleur combattant au monde. Pour être le meilleur combattant au monde, il y a des principes d'action. Des principes d'action qui sont ceux dont tu ne peux pas t'en passer. Il y a des choses que, quand tu vas être numéro 1, tu ne peux pas juste dire « je suis bon, je suis intelligent, je vais jouer ». Au bout d'un moment, il va falloir pousser encore un peu plus. Et là, on le voit que quand on s'entraîne, on arrive à de la déplétion complète. On arrive à des phases d'entraînement où la jauge est vidée complètement. Et c'est quelque chose que j'ai jamais eu. J'ai pas souvent eu ça. Il est quasiment impossible de fatiguer Cyril. Parce qu'il a quelque chose que j'appelle un fusible. Il a un fusible qui vient interrompre tout effort quand son corps sent que l'effort va aller au rouge, ce qu'on appelle supramax. En gros, son corps, il s'entraîne, il fait un effort, et dès qu'il sent qu'il commence à aller au rouge, son corps va automatiquement adopter des mesures, des précautions pour sauver, pour épargner l'énergie. Et donc, du coup, il va se mettre à se déplacer, à changer de direction, à toucher bizarrement, à faire des feintes et un langage corporel dont il a seul le secret et qui va temporiser l'adversaire. Aujourd'hui, on s'est entraîné à faire sauter le fusible. À dire dorénavant, quand il y a la foudre qui tombe, au lieu que le fusible saute pour protéger les appareils et les transistors dans la salle, on va laisser la foudre traverser. On va voir ce que ça va donner au bout de la chaîne. Donc on y est. On est à la phase où on sent que Cyril, il le donne. On sent que, je le disais l'autre jour sur un média qui était à la salle, qui filmait, et je disais, c'est une victoire pour moi d'entendre les sparring de Cyril dire « Oh, il m'a fait mal. Oh, il m'a stoppé. Oh, il m'a mis un knockdown. Oh, il m'a mis machin. » C'est des choses que je n'entendais pas. Parce que Cyril, encore une fois de plus, son fameux fusible fait qu'on ne fait pas mal au sparring. Et on a fait un travail dessus pour distinguer c'est quoi la malveillance, la bienveillance et la domination physique. Parce que la manière dont on frappe vient quantifier le total d'énergie qu'on a dépensé et du coup on sait exactement qu'est-ce qu'on a dans le réservoir d'énergie. Alors que si on a cette sécurité tout le temps qui nous fait tout le temps revenir à l'orange quand on va au rouge, à l'orange quand on va au rouge, sans jamais arriver au rouge, bon, on a toujours de la en réserve. Du coup, on a l'impression que c'est illimité. Mais à vrai dire, le jour où un adversaire va nous mettre en contrainte et qu'on n'aura pas le choix de contrôler l'énergie dépensée, on va peut-être se retrouver à un réservoir vide. Donc, mais là, ce qui a provoqué ce changement-là, c'est quoi? Est-ce que c'est le fait qu'il y ait eu cette défaite contre Francis qui l'a soit piqué ou soit qu'il s'est peut-être dit Fernand qui me donne beaucoup de conseils depuis le début, là je vais peut-être un peu plus l'écouter aussi, ou c'est vous avez une discussion tous les deux, vous vous êtes dit peut-être que maintenant il faudrait qu'on change d'approche? Vous
c'est un mélange des deux. C'est un mélange des deux. Je pense qu'il y a une vraie prise de conscience de son côté. Il n'est pas choqué ou traumatisé par le combat. C'est quelque chose de... C'est un combat... C'est un beau combat, ce qu'ils ont fait. Oui, puis il en parle, enfin... Oui, c'est bon, quoi, c'est pas un problème. C'est pas une dérouillée, c'est bon. Et donc, du coup, il a pris conscience de ça, du fait que, mine de rien, il y a des regrets quand même. Quand tu termines un combat et que tu te dis, je n'étais pas loin de gagner, bon, tu te dis, c'est relou quand même. Et donc, du coup, il y a des regrets. Au bout d'un moment, on a fait des bilans, au bout d'un moment, on a discuté et on met les points sur les i, on met le doigt sur ce qui fait mal en disant, bon, comment on fait? Comment on fait pour qu'on puisse avoir la réalité de ta défense d'amener au sol, par exemple? En gros, si vous prenez les anciens combats de Cyril, quand il avait très peur d'aller au sol lors du TKO, au TKO, bah, il était intouchable. Intouchable parce que changement de direction, parce que mesure de la distance, management de l'espace qui le sépare de son adversaire. Et donc, du coup, parce qu'il s'est dit, il n'y a pas d'option. Si je tombe, j'ai tellement du retard au sol, je suis mort. Et puis, il y a un Cyril qui commence à passer des clés de talon, des triangles de bras, des guillotines. Et il s'est dit, bon, ça va. Je veux dire, si Francis m'amène au sol, c'est bon. C'est pas la mort non plus. Et je pense que ça a encore, ça a pour le coup, désinhibé en se disant, bon, je n'ai pas besoin de trop cavaler. Mais la réalité, c'est que la défense d'amener au sol de Cyril n'est pas une défense d'amener au sol de lutte. C'est une défense d'amener au sol de je ne suis pas là, tu ne me vois pas, tu ne me touches pas. Et donc, tous ces trucs-là, mis bout à bout, font qu'il y a une prise de conscience. On se donne des thèmes carrément, des thèmes. L'autre jour, c'était marrant, on était au 4e round de 6 minutes. Donc, on fait des sparring de 5 rounds de 6 minutes. Les 6 minutes sont faits par 2 partenaires. Un qui fait 3 minutes, l'autre qui fait 3 minutes. Donc, ils sont très frais quand Cyril est en surfatigue. On arrive au 4e round de 6 minutes. Quand j'entre dans la cage, je me pose face à lui et je me mets je suis à genoux et je prononce les mots du combat de Francis. Je lui dis, Cyril, je sais que tu es fatigué. Revisualise le combat. Je suis en face de toi et je te dis, on ne peut pas perdre par cardio. Pour un problème de cardio. Tu sais ce que ça veut dire? Ça veut dire, tu dois pousser encore plus. Ça veut dire, tu ne peux pas t'arrêter là. Ça veut dire que tu sens que tu es fatigué et tu vas faire le minimum alors que tu peux aller encore chercher loin, loin, loin. Et il me dit, j'ai compris. On ne se parle pas, on ne dure pas. C'est vraiment de langage qui ne dure pas. Il dit, j'ai compris. Et il remonte là, le 5e round qu'il a fait était un round beaucoup plus productif que le 3e. Parce qu'il y a une prise de conscience dans ça. Il n'y a pas quelqu'un qui tombe dans les pièges il y a plein de commentaires qui disent oui, mais le coach et tout, pourquoi il n'a pas donné des vrais conseils? Il a dit oui, on n'a pas de problème de cardio, ça ne veut rien dire. Non. Quand ça marche bien, comme ça a marché pour Léon-Edouard, il y a tout le monde qui est content. Ah, le coach de Léon-Edouard, qu'est-ce qu'il est bon, il a motivé son gars. Le jour, ça ne marche pas. Oh, qu'est-ce qu'il est mauvais, le coach. Bon, non. C'est juste qu'on connaît nos gars et on sait qu'à l'heure où il y a un moment donné où il n'y a pas de technique à donner, il y a de l'encouragement à dire « Hey, bouge-toi. Va puiser tout ce qui reste. Donne tout ce qu'il y a. » Et donc aujourd'hui, on n'atteignait pas encore ces fonds-là. Là, aujourd'hui, on atteint les fonds. Là, aujourd'hui, on a un Cyril qui trouve des solutions. Allez, que je vous donne un exemple simple. Pendant 3 ans d'entraînement, Cyril, qui mettait un coup de genou, il le mettait en mode je mets un coup de genou au corps et je contrôle.
Donc, s'il y a une amenée au sol qui vient avec, bon, si tu vas m'amener au sol, bon, je te mets un coup de genou, sauf que toi, comme le coup de genou n'est pas puissant et qui ne te fait pas mal, bah, tu me fais tomber. Et donc, ça, c'est le genre de discussion qu'on a en disant, comment tu veux que moi, ton coach, je quantifie si ton coup de genou est, comment on appelle ça, dissuasif pour ton adversaire. Il faut qu'il y ait une notion de douleur. S'il n'y a pas de la nociception quelque part, le gars ne comprend pas pourquoi il doit reculer. Et donc, du coup, ça, c'est des choses sur lesquelles on commence à capter, à aller chercher les fonds dessus. Et donc, il va trouver des solutions pour infliger de la douleur sans blesser. Trouver des solutions pour quand même être dissuasif, pour qu'on mesure bien si l'amener au sol de Slim est vraiment efficace ou si le genou est dissuasif. Bah voilà, et maintenant, volet mine de rien sur Tai Tuivasa, parce qu'on voit beaucoup de commentaires, c'est un autre Jairzinho Rozenstruik, c'est un autre Derrick Lewis. Il en a déjà vu, Cyril, mais est-ce vraiment ça? Non. Alors, pourquoi ce n'est pas pareil? C'est pas pareil parce qu'on a un mec qui n'a pas de fusible. Ok. On parlait de fusible du Samok, lui il n'a pas de fusible, et que lui il vient gâcher la fête. C'est ce qu'il a dit. Toi, t'y crois à ça ou tu te dis c'est... Ouais, ok. Ah oui, non, c'est vraiment... je vois ce genre de mentalité. C'est des mentalités des voyous, des bagarreurs. C'est vraiment en mode... Bon, tu sais quoi? Je vais aller foutre le dawa. C'est qu'ils pensent qu'ils vont fêter là les 20 000 personnes. Je vais tout gâcher. Je vais tout donner pour gâcher. Il va arriver, gun blazing, il va entrer dans le tas et il va envoyer la boxe. Et quand ça va être compliqué, il va mettre des plaquages de rugby. Quand ça va être compliqué, il va... Mais j'ai confiance que ce mec va tout donner. Et attention, il est explosif. Il a une vitesse qui est trompeuse. Il a un faux rythme qui te donne l'impression qu'il est lent, mais il est rapide. Et surtout, son arme fatale. Tu sais c'est quoi? Vas-y. Les low kicks. Les low kicks de Tai Tuivasa sont un problème. C'est très sous-estimé ces low kicks, mais il sait les utiliser. Il t'en met tellement qu'au final, tu commences à penser à tes jambes et quand il renvoie ses bombes et ses marmites et ses bouches d'égout, tu tombes. Donc, et pour toi, lui aussi, il a changé entre le moment où c'était quoi, 2020, où il se fait sortir de l'UFC et maintenant. Qu'est-ce qui s'est passé pour toi? Parce qu'en fait, il est arrivé en invaincu, genre tout le monde le présentait comme le futur des lourds, mauvaise série, il sort de l'UFC et là aujourd'hui il est troisième. Lui, c'est en corrélation directe avec son hygiène de vie et sa prise de décision de devenir sérieux. C'est encore une fois de plus, c'est deux prises de décision différentes. Il y a Cyril qui est un gars sérieux, mais qui est un gars qui aime jouer. Lui, il voit ça comme... Il veut jouer juste. Et puis, il y a un autre gars d'un côté qui, à l'OMMA, c'est une bonne activité, ça marche bien, ça lui permet d'avoir un peu d'argent, de la fame, il s'arrête là. Ensuite, quand il sort du combat, il fait le plus de bêtises possible. Et puis, un jour, il se rend compte qu'en ayant cette hygiène de vie, il perd le combat. D'un côté, il y a Cyril qui se rend compte qu'en ayant ce style où il y a un certain je m'en foutisme à un certain niveau, il n'est pas toujours... Attention, Cyril, c'est pas le genre de mec il ne m'a jamais fait un faux plan à l'entraînement, archi ponctuel, archi hyper fréquentant de la salle, archi assidu. Cyril, tu peux pas lui retirer ça, hein. C'est vraiment un travailleur. Il est feignant dans l'effort à faire pour gagner. Donc, il fait juste le strict minimum nécessaire pour gagner au-dessus de ce qu'il vaut. Et donc, c'est ça notre lutte aujourd'hui, c'est de dire, si on peut le battre de là, on ne va pas s'arrêter à le battre là. On va le battre là, on va le déchirer de là, on va tout mettre. On va mettre tout le paquet. C'est ça aujourd'hui. Alors que tu vois ça, lui, il avait juste un problème. Comment prendre ce truc au sérieux? Comment se dit que c'est pas une folie si les combattants des MMA de manière générale ne s'empiffrent pas de pizza et ne boivent pas des fûts de bière tout le temps et ne font pas pipi au lit.
comment arriver à gérer tout ça. Et donc, ouais, on va voir qui a plus mûri dans son game, mais je me méfie beaucoup de Taito ça. C'est vraiment, c'est pas un truc simple. C'est pas, il est bœuf. Il est même sur les coups de pression, genre quand il pousse le gars sur la cage, quand il appuie dessus, il est bœuf. Et puis, comme je te dis encore, c'est fou que ce mec-là, son premier sport c'était le rugby, mais tu le vois mettre des coups de coude. Il y a peu de Nakmo qui les mettent bien comme ça, les coups de coude chez les poids lourds, tu vois. On aurait dit Yacine Bouganen quand il met les coups de coude, tu vois. Les low kicks, ils sont méchants, ces low kicks. Donc, moi, je m'en méfie en tout cas. J'espère vraiment que on va rester concentré de notre côté, qu'on va parce que c'est nouveau quand même. Avec c'est nouveau de combattre après une défaite pour Cyril. Ça, tu te poses là. Est-ce qu'il y a eu. Tu parles souvent du côté préparation mentale qui est important pour toi. Est-ce que. Enfin, pour toi, pour tes athlètes. Est-ce que tu penses que pour Cyril, là, tu as aussi ce petit inconnu de comment il va réagir à ça? Absolument. Je pense qu'il n'y a pas de problème sous-jacent. Mais je n'ai pas encore fait les tests. En gros, tu te dis, bon. J'ai toujours l'odorat, j'ai toujours le goût. Je pense que j'ai pas le Covid. Il faut faire le test pour voir si tu ne l'as pas le Covid. Bah, c'est le même principe. Là, on sait que Cyril n'a aucune séquelle qui fait croire qu'il a été bloqué dans un ascenseur quelque part de la défaite. Mais on aura la vraie réponse que le 3 au matin. C'est quand ça va commencer que je vais dire que mon gars, il est là, il bouge bien, il a les réflexes, il check bien, donc il est là. Mais avant ça, je suis comme vous tous, je suis, même plus que vous, je suis pétrifié, quoi. À ce point? Bah, parce que tu as 99% de bonheur, mais tu as 1% de trucs que tu ne contrôles pas, et c'est flippant. C'est flippant, parce qu'il y a de l'enjeu, parce que Cyril, c'est pas comme mon élève aujourd'hui. Mes élèves sont comme mes frères. C'est de la famille. Et bah, c'est flippant, quoi. Je veux pas qu'il arrive du mal. Je veux pas qu'il arrive de la tristesse, tu vois. C'est relou d'avoir ton gars qui est là triste et qui dit je suis désolé. Ouais, bien sûr. Ouais. Et puis au-delà on va dire, au-delà du côté sportif, est-ce que toi tu penses que le fait que ce soit en France, ça peut avoir une influence sur toi et sur Cyril aussi? Absolument, c'est le deuxième truc que j'allais dire, c'est que il y aura forcément une influence, mais ça peut être extrêmement positif, hein. C'est pas que négatif, hein. On peut arriver à Bercy et Bercy nous met un feu. On a des gars comme Paddy Pimblett qui sont transcendés par le fait d'être chez eux. C'est ça, c'est-à-dire qu'on peut arriver à Bercy et on a le meilleur Cyril qu'on n'ait jamais vu. Et je vous garantis, le meilleur Cyril, il est énervé. Mais quand je vous dis que je suis chiffre de voir Cyril à son A-game, c'est formidable. C'est qu'il y a des sparring entre Cyril et Nassourdine, où les gars font un sparring et tu regardes, tu dis, putain Cyril, le type d'effort que tu dépenses là, pourquoi tu ne me le fais pas en combat? Parce qu'il met un volume, parce que bon, naturellement, il ne veut pas mettre 100% sur la frappe. Du coup, il bouge à mort en termes de volume de pied, de jambes, de frappe, de changement de niveau, d'amener au sol, de retour, de sprawl. C'est un film d'adulte. mais bon, voilà. Est-ce que pour toi, on l'a déjà vu à son A-game Cyril à l'UFC? Enfin, ou en MMA, dans ce cas. Non. Et où, en tout cas, le combat où il s'est le plus rapproché de son A-game. C'est deux trucs différents. Le combat où il s'est le plus rapproché de son A-game, dans l'entame du combat et de l'enjeu du combat, c'était celui de Francis. Parce que c'est pas tous les jours qu'il y a un mec qui met un coup de talon à Francis à la tête. C'est pas tous les jours que tu as un mec qui fait un step, retrait des jambes, high kick.
tellement dangereux. C'est tellement risqué. Si le mec est bulldozer et t'avances dessus, donc il y a tellement de gestes qu'il a fait positifs dans le truc. Est-ce que Stipe Miocic prend un single leg sur Francis, il s'est fait ratatiner, il s'est fait prendre un sprawl comme un adulte sur un gamin. Cyril prend le single leg, il fait un décalage en rotation comme à l'école de lutte à l'INSEP. Donc, de ce côté, il y avait le A-game. Il s'est rapproché du A-game sur le calme qu'il a avec l'homme le plus fort du monde devant lui. Francis est un monstre et qui peut te coucher à tout moment. C'est le mec, il a 2 balles de fusil dans les mains. Il peut tirer, tu tombes. Et en gros, tu es face à lui et tu mets des coups de coude remontants. Le même coup de coude qu'il a mis à Derrick Lewis, il a mis à Francis. Qui ose faire ça quand tu connais les uppercuts de Francis? Donc, c'est tout ce game-là qui est enseveli avec la défaite qu'il a eue. La défaite fait qu'on n'a pas décortiqué. Si un analyste prenait et disséquait le match pour sortir les gestes beaux de Cyril sur le match de Francis, c'est du A-game. Pas à la perfection parce que c'est pas un A-game qui a duré dans le temps. Il y a eu cette conjonction, ce coup de pied qui a été saisi, la bascule et ça a vrillé. Ensuite, moi j'ai le A-game du mental, qui est le combat contre Adam Dashka au TKO, où il a un orteil pété, il a un poumon en moins, et il donne le A-game du cœur, de je donne mon corps à la science. Je me moque de ce qui va se passer, je donne mon corps à la science, et ensuite on verra à la sortie la réanimation. Si tu prends les deux Cyril là, tu les additionnes et tu les mets ensemble, tu as un phénomène. Voilà, peut-être qu'on verra ce phénomène à Paris. Brièvement, Fernand, parce qu'il y a d'autres Français, il y a aussi un co-main event entre Marvin Vettori et Robert Whittaker. Toi, tu veux parler de quel combat en premier dans ceux qui restent sur cette UFC Paris? Faresiam. Voilà. Qui revient donc face à quelqu'un qui fait ses débuts à l'UFC, Faresiam qui a une nouvelle chance à l'UFC. C'est ça. Déjà, est-ce que tu étais déçu pour Ares quand même? Comme je dis encore, mais ça c'est sincère ce que je vais dire là. Parce que les gens, je te jure, je ne suis pas comme ça, c'est fatigant. C'est sincère. Les gens ils pensent qu'en gros, je vais être là et que je vais regarder l'opportunité de signer Faresiam sur Ares et je vais oublier le bien qui peut lui arriver. Vraiment, j'étais le premier à annoncer que Faresiam allait retourner à l'UFC. Vrai ou pas? Dès la première heure, quand tout le monde disait Faresiam est sorti de l'UFC, il y a les vidéos. Voilà, je vous ai dit, j'ai eu le manager de Faresiam, Ali Abdelaziz, il m'a dit merci pour l'opportunité pour Ares et tout, mais je pense que je vais le refaire entrer, je vais essayer de le refaire entrer et tout. Il est encore dans le roster. Et voilà, et tout de suite, j'ai appelé Fares, je lui ai dit j'ai eu ton manager et tout, il est confiant qu'il va te faire entrer, franchement, je suis content pour toi et tout. Et Fares, je sais même pas s'il sera sur Ares le 2 septembre, mais dans la foulée, je l'ai invité sur Ares, il m'a demandé des places sur Ares et tout, je lui ai donné des places et tout, et j'ai des bons rapports avec quoi. Je trouve qu'il c'est un bon gars et tout. Il a toujours été super simple, super humble, super voilà quoi. Moi je lui veux du bien et je sais que quoi qu'on dise, le bien d'un combattant c'est à l'UFC. On peut dire ce qu'on veut. Moi, c'est mon organisation Ares. Quand il n'y a pas de solution parce que l'UFC ne le reprend pas, c'est avec plaisir que je l'aurais pris. Mais là, qu'il est reparti à l'UFC, je lui souhaite de ne pas ressortir de l'UFC avant les 20 prochaines années, quoi. Je souhaite qu'il passe toute sa vie dessus. Et donc, du coup, pour le 3 septembre prochain, je vais être très honnête, je ne sais pas, je ne peux pas vous faire des pronostics sur son combat. Je sais juste que du fond de mon cœur, je souhaite qu'il gagne. J'espère vraiment que
pareil, Benoît Saint-Denis. J'espère vraiment que Benoît Saint-Denis va gagner, sincèrement. Je pense qu'on n'a pas d'occasion de mettre le feu souvent sur Paname. Et pour le bien de tous, vraiment, ce sera le bien de tous, qui est le feu à Paname. Parce que si le public français réagit comme le public londonien a réagi, si tous nos gars gagnent, je pense qu'on a 3 UFC en France chaque année. Et c'est génial, parce que l'UFC compte beaucoup sur nous. Ils mettent une énergie incroyable sur la France. Vraiment. Voilà, donc du coup, tout ce que je souhaite, c'est qu'il y ait une ambiance de folie, que le public porte littéralement chacun des gars, des Français qui va combattre, et que tous nos gars gagnent, quoi, parce que ça va faire du bien au développement du sport, de la pratique des masses en France. Ça va faire du bien, ça va pénétrer le milieu politique, parce que les décisionnaires, ce sont les politiques. Aujourd'hui, pendant que je parle là, je suis en train de jouer avec ce que j'ai comme petite relation politique pour faire bouger les lignes du CSA, parce que je trouve pas convenable que l'OMMA soit interdit au moins de 16 ans. Quand on sait qu'on a l'IMAF qui fait l'OMMA amateur et qu'il y a 200 pays qui sont affiliés à l'IMAF. Donc, ces lignes-là ne peuvent bouger que quand il y a des personnes infiltrées dans le milieu qui connaissent l'OMMA. Et donc, ce gros boulot que vous faites là, de faire des émissions qui parlent au grand public, dans le grand public à qui vous parlez, il y a toutes les couches de la société. Il y a des infirmiers, il y a des policiers, il y a des hommes politiques, il y a des décideurs. Et ce truc le Conseil supérieur de l'audiovisuel, ça reste des humains, et qu'il y a probablement un être humain dessus qui pourrait comprendre et dire « je vais aller regarder ça ». Donc, si vous êtes là et que vous travaillez au CSA, prenez le temps de regarder l'OMMA, prenez le temps de regarder des films interdits au moins de 10 ans à 21h à la télé, et puis comparez, et s'il vous plaît, retirez cette étiquette-là de moins de 16 ans, parce que ça bloque le développement du sport, parce que c'est pas plus choquant qu'un film d'action où il y a quelqu'un qui va mourir. Donc, je pense qu'aujourd'hui, ce qu'on doit faire, c'est ça, c'est que s'il y a une belle fête le 3 septembre, on peut être sûr qu'il y aura du changement dans tout le tissu sportif, y compris le tissu des décideurs et des politiques, pour qu'on ait un meilleur MMA en France. Et ben voilà. Donc rendez-vous déjà le 2 pour Ares Fighting, le retour. Ensuite le 3 pour l'UFC. N'oubliez pas, vous avez l'occasion de participer à cette soirée back-to-back avec les tickets d'or disponibles à Ares Fighting Championship. Il y a 2 title fights à Ares, 0 à l'UFC, rendez-vous compte un peu. Il y a même certains qui disent que la carte d'Ares est mieux que celle de l'UFC. Je n'irai pas jusque-là. C'est un blasphème, faut pas dire ça. Mais il y a des gens qui disent ça sur les réseaux sociaux. C'est pas vrai. D'ailleurs, oui, qu'est-ce que tu penses des gens qui disent qu'on a une carte de l'UFC Paris qui est pas terrible? Ça, je comprends pas, moi. Non, moi je comprends la déception des gens, parce que c'est toujours par rapport à ce que la personne attend. En gros, tu peux dire à quelqu'un qui est un nouveau fan, qui est amoureux de Abdul, tu peux lui dire ce que tu veux sur Whittaker, il n'en a rien à carrer. Il n'est pas au courant de ton Whittaker. Ouais. Il n'est pas au courant de ton taille, tu vois ça. C'est que le mec, tous les jours de sa vie, il croise un petit jeune qui s'appelle Jordan Zebo, qui a pété une cage et tout. Bah, il entend parler de Jordan Zebo, et toi tu lui parles de Whittaker, il n'en a rien à cirer. Donc, mais ça, c'est toujours une affaire de relativité, il faut comprendre les gens. Je n'autorise pas ce genre de, je n'encourage pas ce genre de discours, mais je comprends ces personnes-là qui ont une vision de dire, moi j'ai des trucs que quand je vais rigoler, j'ai des captures d'écran que je prends sur Facebook ou sur Twitter, c'est amusant. Des gens qui disent, donc il y a une vidéo où on montre William Gomis qui a signé, et il y a un mec qui commente en dessous. Ouais, bah, t'aurais dû mettre Abdul Agomo au lieu de mettre William Gomis déjà.
Hein, c'est vraiment une honte de mettre Abdul. Enfin, ça m'amuse, mais je comprends la douleur de la personne. C'est-à-dire qu'elle est comme moi. C'est que je suis extrêmement amoureux de l'idée que Abdul puisse combattre sur l'UFC, quoi. Pour être tout à fait honnête avec vous, c'est littéralement ce que j'ai écrit à Chen. Je ne vais pas aller jusqu'au bout de monter mon message, mais j'ai littéralement dit à Chen, je pense qu'il y a un manque de connaissance de ma part sur l'organisation pour que je puisse comprendre qu'est-ce qui pousse votre décision à retarder la signature de Abdul à Paris. Je l'ai littéralement écrit et j'ai dit je suis ouvert à être éduqué. Si jamais tu as un truc que tu peux m'apprendre sur ça, dis-moi de quoi. Tu vois, et parce que je suis vraiment avec tout ce monde-là qui dit ce n'est pas possible. S'il y a un être humain qui ne doit pas manquer de cette carte-là, c'est Abdul. Mais encore une fois de plus, à l'impossible, nul n'est tenu. Il faut comprendre les règles du jeu. Quand tu connais les règles du jeu, tu évites pas mal d'ennuis. Aujourd'hui, ce qu'on a, c'est juste comprendre les règles du jeu. Les règles du jeu sont celles-ci. Il y a une hiérarchie. Il y a Dana White, ensuite Hunter Campbell, ensuite Mick Mena, Sean Shelby. Ces personnes décident à leur bon vouloir de comment ils vont ranger les choses. Et si vous n'êtes pas au courant, vous pouvez mal le prendre. D'habitude, vous dites ils ont mis Baisango en main event parce que c'est leur ami. Mais vous voyez que William Gomis n'est pas l'ami de Dana White du tout. Il est en main event alors que Nassourdine est reculé. Ce sont des raisons d'un métier qu'on ne connaît pas. Vous ne connaissez pas ce métier, c'est plus complexe. Il faut faire confiance aux experts qui connaissent le métier. Il faut comprendre les règles de jeu, il faut jouer sur ces règles de jeu et ça se passe bien. Moi, voilà quoi, je suis très confiant sur le fait que Abdul va signer bientôt. Comme je l'ai dit à Taylor d'ailleurs. Taylor, on n'en a pas parlé, mais Taylor, au bout d'un moment, il était exaspéré parce que j'avais reçu un texto de Mick et de Sean qui disait c'est bon pour Taylor, lui j'ai de la place pour lui, Abdul je n'ai pas encore de la place pour lui. Et j'ai dit à Taylor c'est bon. Un mois après on n'avait toujours pas le contrat. Et donc, t'imagines un peu Taylor qui se fait stopper partout. Alors, tu combats ou pas? Tu combats ou pas? Tu combats ou pas? Il se met à avoir des doutes en disant, attends, est-ce qu'ils ont... Peut-être qu'ils l'ont encore mauvaise parce que j'ai refusé de combattre la dernière fois. Est-ce qu'ils l'ont toujours mauvaise? Qu'est-ce qui va se passer? Et je lui disais juste, je ne pense pas qu'ils aient le choix. Je pense juste que tu es 4e mondial, que tu es premier de très loin en France, et qu'il n'y a pas le choix économiquement pour un monsieur qui fait l'événementiel des MMA de ne pas te signer. Il n'y a aucun choix autre pour Abdul. Il est numéro 1 de très loin en France. Il n'y a pas une autre possibilité qu'on le signe tôt ou tard. Et je sais que ce sera tôt. Et ben voilà, un tout petit peu de patience et vous verrez Abdul à l'UFC. Fernand, comme à chaque fois, merci beaucoup. C'était en présentiel, donc apprécié parce que monsieur a mis du temps dans son emploi, du temps extrêmement chargé. Bah, bonne Fight Week, monsieur, et puis on se reverra, on se croisera sur cette folle semaine. Voilà. Merci Guillaume. Très belle chemise. Et bah oui, très belle veste, monsieur. Et puis, on se croisera certainement 7 fois cette semaine. À 7 jours consécutifs, je pense qu'on va se croiser. Complètement. I'm fucking coming for you!